Donc bonsoir à toutes et tous, bienvenue à la médiathèque protestante du Stift, qui se trouve toujours sous nos pieds, mais dont l'espace de lecture public est actuellement fermé, puisque nous avons commencé, je vous le disais, d'importants travaux de rénovation de nos locaux. Sous nos pieds, dans l'espace que certains d'entre vous connaissent, il n'y a plus rien ce soir, ou presque plus rien, quelques étagères, mais plus aucun livre. Place est faite pour les électriciens, plâtriers ou encore menuisiers qui vont œuvrer tout l'été avant que nous leur succédions pour réinstaller, autour du 15 août, l'ensemble des collections en libre accès. Nous vous donnons donc d'ores et déjà rendez-vous le 1er septembre prochain, jour de notre réouverture, qui est un mardi et pas un lundi, faites bien attention, pour découvrir la médiathèque Florent Neuve. Dans l'aile est du Stift, puisque ce bâtiment est un U et nous sommes dans l'aile est, si la médiathèque se trouve au sous-sol, la richesse des collections patrimoniales du chapitre de Saint-Thomas se déploie au rez-de-chaussée. Tout au long de cette aile, à moins de 10 mètres du chevet de l'église Saint-Thomas, se trouve la salle Rodolphe Peter, du nom d'un des anciens directeurs du Stift, et dont une partie de la bibliothèque personnelle nous a été léguée à la fin des années 1980. Ce millier d'ouvrages a rejoint les collections historiques du Collegium Wilhelminanum, qui réunit pas loin de 15 000 documents allant des incunables au XVIIe siècle, et que vous pouvez découvrir tout au long de l'année, notamment lors des journées du patrimoine, et nous serons une fois encore ouverts en septembre, lors du 3e week-end de septembre de cette année. Comme vous le voyez autour de vous, le chapitre préserve également une collection de peintures, précisément de portraits, et parmi les plus anciens figures, et ça y est, vous allez voir que tout cela a du sens, le portrait de Georges Tourron, fondateur de l'établissement dont il va être question ce soir, grâce à Florence Malamé, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté l'invitation de la médiathèque de venir présenter son travail chez nous. Florence Malamé est agrégée d'histoire, professeure d'histoire géographique au gymnase et chargée de cours en sciences po. En 2025, elle a soutenu à l'UNISTRA, sous la direction de Catherine Morel, professeure d'histoire contemporaine, un mémoire de master d'histoire des mondes germaniques consacré à l'établissement protestant du centre-ville de Strasbourg, bien connu sous le nom du Sturm ou du gymnase, pendant la période nazie, entre 1940 et 1944. Complexe tout autant qu'inédit, ce travail, qui s'est principalement basé sur les archives de l'établissement, se prolongera à partir de l'année prochaine par un doctorat. Et nous pouvons donc d'ores et déjà prendre rendez-vous dans quelques années pour l'épisode 2 de cette enquête. Encore un très grand merci à vous, Florence, d'avoir accepté notre invitation. Très bonne conférence à toutes et tous. Merci beaucoup à Thomas pour l'invitation, à vous tous et toutes pour votre présence. Je suis effectivement, et je remercie Thomas pour la trouvaille du titre de la conférence, assumer la paternité de la... Comme ça, vous m'entendez mieux. Donc je disais, merci beaucoup pour l'invitation, merci à vous tous et toutes d'être présents, et je remercie aussi Thomas pour la trouvaille du titre et de la blague qui se trouve dedans. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai mis mon adresse mail, parce que je m'en doutais, et c'est le cas, vous êtes un certain nombre à être liés au gymnase par votre histoire personnelle. Si vous aviez chez vous des archives, si vous avez des souvenirs familiaux, je serais ravie d'échanger avec vous et vraiment très heureuse que vous me contactiez. Et donc, mon prénom.monnom@gmail.com, et je serais vraiment très heureuse, puisque donc je suis effectivement enseignante à Sturm depuis le Covid en fait. Et il se trouve qu'en 2022-2023, au CNRD, donc le Congrès national de la résistance et de la déportation, nous a été proposé le beau sujet de l'école et de la résistance. Et la directrice adjointe actuelle m'a dit va voir M. Perrin, qui est un ancien directeur des années 2000 de l'établissement, il y a des archives. Alors je suis allée voir M. Perrin qui m'a dit oui, il y a des archives, elles ne sont pas classées. J'ai dit non, alors je ne peux pas voir les archives non classées. Et puis je suis quand même allée les voir, elles étaient extrêmement riches. En fait, ces archives avaient été conservées dans les combles de Sturm pendant des décennies, sans que personne n'ait vraiment les yeux dessus. Et puis, au hasard de travaux dans les années justement 2006-2007, elles ont été redécouvertes. Et M. Perrin les a sauvées en les mettant dans des caisses en plastique, en fait. Et elles sont restées en l'état. Et donc, j'ai travaillé dessus avec les élèves, et très rapidement, il s'est avéré qu'elles étaient bien au-delà d'un intérêt pédagogique. Et il s'est avéré aussi qu'en tant que recherche, il y avait peu, voire pas de travaux sur les lycées alsaciens. En fait, il y a des choses sur l'école primaire, il y a des choses sur la société, évidemment les Malgré-nous, voilà, il y a des choses qui existent, mais les lycées, c'était un peu un angle mort. Il y a un bel article sur Kléber, il y a un beau travail pédagogique sur Fustel, mais pas de vrai travail d'ampleur sur ce sujet-là.
Et moi, en tant que professeur, la réalité qui m'a interrogée, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour un lycée, et surtout pour ses professeurs et ses élèves, de passer d'un gymnase protestant, un lycée confessionnel sous la tutelle du chapitre de Saint-Thomas, au Jakobsturm-Gymnasium, un lycée sous autorité national-socialiste. Vous voyez le tampon du lycée pendant la guerre. Oui. Vous pourriez parler plus près du micro, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de faire ça. Un technicien. Est-ce que comme ça c'est mieux? Oui. Pardon? Ah, plus lentement. Alors, donc ma question principale, c'était qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes de changer à ce point-là de cadre en restant dans les mêmes murs? Et donc j'ai fait un travail de master sur ce sujet sous la direction effectivement de Madame Morer. Et ce soir, je vous en présente une partie des résultats sur la question en fait comment est-ce que le gymnase protestant de Strasbourg a traversé cette période, notamment à hauteur d'hommes, de femmes et d'enfants. C'était vraiment la question qui m'intéressait. Avant de commencer, j'ai effectivement essentiellement travaillé sur les sources du gymnase, qui sont évidemment des sources en allemand et essentiellement manuscrites et donc en gothique cursif. Alors, vous ne pouvez pas résister au plaisir de vous en montrer des petits extraits. Donc, vous avez la salutation un petit peu conventionnelle des écrits d'époque, qui est donc Heil Hitler. Et donc, dans l'écriture cursive française, c'est pratique parce que le H et le E sont très distincts. Donc, l'écriture cursive française latine. En dessous, la version gothique Kurrent, qui est celle qui a cours en Allemagne et donc dans le Reich et donc en Alsace jusqu'en 1911. Donc que les Allemands qui ont été scolarisés et les Alsaciens qui ont été scolarisés dans l'Allemagne wilhelmienne, on va dire, ont apprise. Ensuite, en 1911, il y a eu une réforme qui s'appelle donc la Zuterlinschrift, qui a été enseignée en Alsace de manière très brève, mais qui en Allemagne a cours jusque 1941-42, quand Hitler se rend compte que c'est un vrai obstacle en fait à la transmission des textes, puisqu'elle est pénible à lire. Et donc, pour les Alsaciens qui sont passés d'un système à l'autre, ça donne des écritures très mélangées, et dans nos sources, un peu de tout. Alors voilà, je vous ai mis, vous pouvez vous aider éventuellement des salutations, Gehört Herr Direktor, que vous retrouvez, et donc voilà, des variantes qui sont purement courantes, purement Zuterlin, et puis parfois, là c'est un bel exemple de Zuterlin, et parfois un mélange des deux, avec la difficulté aussi du papier, des stylos qui sont peu présents, et donc du crayon papier qui est utilisé. Et ça c'est aussi un bel exemple de Zuterlin. Et puis les brouillons d'élèves qui sont un petit peu le summum de la difficulté que j'ai donc pour l'instant un peu mis de côté, mais qui sont vraiment un sujet passionnant, mais vraiment assez difficile d'accès. Et on peut remercier l'Université de Strasbourg qui maintient un enseignement de paléographie germanique, qui est vraiment précieux pour avoir accès à ces documents. Et si vous en avez la maîtrise, transmettez-la à vos proches, parce que même au niveau familial en Alsace, il y a des familles qui n'arrivent plus à lire en fait les courriers familiaux, et c'est vraiment regrettable. Bon. Ceci dit, donc pour structurer mon propos, la première partie est un peu sur le cadre en fait de ce qu'est l'Alsace annexée et sa réalité scolaire au gymnase. La deuxième partie plutôt sur les directeurs et les professeurs, et la troisième sur les élèves. Et évidemment, je serais ravie de répondre à vos questions à la fin. Donc cette première partie, alors je ne savais pas trop, voilà, peut-être c'est basique pour vous, donc évidemment le 3 septembre, il y a la déclaration de guerre, et dans la foulée, Strasbourg, comme toutes les villes limitrophes, est évacuée. Donc c'est de manière tout à fait organisée, mais concrètement ça veut dire que pour le gymnase, il n'y a pas d'entrée en fait, scolaire 1939. Ce qui suscite des courriers, parce qu'il n'y a pas d'entrée, mais il y a quand même des professeurs qui ne sont du coup pas payés, puisqu'il n'y a pas d'entrée. Le chapitre paye encore le mois de septembre, et puis à partir d'octobre, les professeurs vous trouvez. Donc certains professeurs sont sous les drapeaux français, certains professeurs et élèves sont soit dans de la famille, soit des logements privés qui sont loin de la frontière, et qui doivent rester du coup en Alsace, et puis certains sont évacués, et donc la communauté scolaire va dire un petit peu dispersée, et vit cette année scolaire dans des situations un petit peu diverses. C'est la guerre de guerre, il ne se passe pas grand-chose, et puis de mai à juin, la bataille de France, qui se finit mal pour la France. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le 20 juin, le Gauleiter Wagner est nommé à la tête de l'administration civile d'Alsace, et donc, in fine, du système scolaire. Il est nommé à la tête de l'administration civile, alors même que l'armistice n'est même pas encore signé. Armistice qui ne mentionne pas l'Alsace. Ce qui fait qu'on va dire que l'Alsace est annexée de fait, mais non de droit.
C'est-à-dire qu'en théorie, l'Allemagne ne dispose que des droits de la puissance occupante. Les Alsaciens restent citoyens français, mais de fait, les autorités n'en ont plus et vont mettre en place ce qu'ils souhaitent. Alors concrètement, ils vont commencer par essayer de faire revenir les Alsaciens. C'est un gros enjeu. Et une source importante pour moi aussi, c'était les SNN, donc l'équivalent des DNA, et qui documentent vraiment beaucoup d'aspects de mon sujet. Et donc, elles font quantité d'articles sur le retour à la maison des Alsaciens, qui doivent revenir, mais pas tous. Les francophiles, évidemment non, les juifs, évidemment non, les communistes, pas trop non plus. Donc tous ceux qui sont indésirables ne peuvent pas revenir. Mais par contre, l'Allemagne veut à tout prix que les autres reviennent. Dans le même temps de cet été, il y a une phase qu'on appelle de défrancisation, c'est-à-dire éliminer tout ce qui est ostensiblement français, donc notamment les inscriptions. Et puis, en parallèle, les autorités préparent la rentrée. Et pour préparer la rentrée, elles vont en fait aligner le système alsacien sur le système allemand, qui est un système que les nazis ont mis à leur volonté depuis 1933 et un peu finalisé en 1938 par une loi scolaire. Loi scolaire qui dispose donc la scolarité obligatoire à partir de 6 ans, pour 8 ans au minimum, dans des écoles primaires qu'on appelle Volksschule. Et au bout de 4 ans, donc à 10 ans, ceux qui se prédisposent à des études plus longues peuvent rejoindre des lycées. Et pour le lycée, il existe les Oberschulen, qui sont plutôt des études modernes, on va dire, et puis le Gymnasium, qui est l'école classique, en lettres classiques. Pour la version moderne, elle est non mixte. Les garçons ont le droit d'étudier les sciences ou les langues modernes. Les filles ont le droit d'étudier les langues ou ce qu'on appelle l'économie domestique, ce qui donne lieu à un baccalauréat surnommé Pudding Habitual. On sait très bien faire des gâteaux, mais peut-être un peu moins d'autres choses. Ça, c'est pour les noirs. Et puis le Gymnasium, qui donc permet d'étudier le latin dès 10 ans et le grec dès 12 ans, permet en fait une poursuite d'études dans des universités allemandes. Et il y en a un Gymnasium par une grande ville. Et il est mixte, même si dans les textes, on attend les garçons et moins les demoiselles. Mais elles sont quand même accueillies. Et c'est le cas à Strasbourg. Donc pendant tout l'été, les Allemands s'interrogent sur l'organisation. Et pour eux, concrètement, il faut repérer des locaux et repérer des professeurs et préparer les parents à inscrire leurs enfants. Alors, repérer les professeurs, on en a trace dans les archives. Et alors, je ne sais pas exactement qui a écrit, mais on liste qui était professeur au gymnase avant la guerre, qui est susceptible de rentrer ou pas, donc qui est francophile ou pas, en fait. Et ils listent un petit peu les lycées. Alors, le problème des nazis, c'est qu'ils n'aiment pas les lycées confessionnels. Même si dans certaines régions d'Allemagne, les lycées confessionnels sont maintenus, mais sous une forte pression qui les pousse à fermer, en Alsace, ils sont juste pas ouverts. Sauf que, avant la guerre, il y a 5 lycées publics pour 8 lycées privés. Donc ça ne peut pas suffire de réouvrir uniquement les lycées publics. Et donc, les Allemands font le choix de réouvrir dès la rentrée le lycée du gymnase. On pourra revenir après, si vous le souhaitez, sur pourquoi le gymnase est choisi. En l'état, je n'ai pas trouvé les documents internes nazis, donc j'ai plein d'hypothèses assez étayées, mais en tout cas, dès le départ, le gymnase est prévu pour être réouvert et pour rester le lycée de lettres classiques, donc le plus prestigieux pour les élites allemandes, mais pas pour les nazis, puisque eux, les études et l'intellectualité, c'est pas vraiment ce qui les meut. Et donc, pour les demoiselles aussi, il y a des Oberschulen qui sont réouvertes. Vous voyez que le lycée épiscopal Saint-Étienne aurait dû réouvrir, finalement il n'ouvrira pas. Il va devenir un lazaret, un hôpital militaire. Et Lucie Berger est appelée à réouvrir et va effectivement réouvrir sous le nom de Marie. Donc en parallèle de ces travaux internes à l'administration civile, il y a une communication intense dans la presse. Vraiment, les SNN font un gros travail de pédagogie pour donner à comprendre ce qu'est cette nouvelle école qui ouvre. Et dès le premier paragraphe, je ne sais pas si vous arrivez à dire, Judendienst pour vous autres, enfin bref, les juifs n'ont pas leur place dans cette école. De toute façon, les juifs, il n'y en a pas en Alsace, puisqu'ils n'ont pas eu l'autorisation de revenir, en tout cas à Strasbourg, et ceux qui étaient là ont été expulsés. Donc la réouverture, elle se fait le 5 octobre pour le gymnase, avec cette cérémonie qui est documentée de nouveau dans la presse, donc qui documente la rentrée dans tous les lycées, mais qui met une seule photo qui est celle du gymnase, qui a été retenue pour l'affiche. Pour les anciens élèves, vous connaissez bien la cour, qui est toujours la même aujourd'hui, elle a très peu changé, il y a des casiers qui sont rajoutés. Ce qui est intéressant, c'est la mise en scène de la communauté scolaire.
On voit le corps professoral au fond, qui est très peu nombreux. Les élèves qui forment un carré tout autour, comme un rassemblement militaire, ou scout d'ailleurs. Et au centre, le lever des drapeaux, qui est l'essentiel de cette journée, avec une série de discours, probablement le directeur à côté du drapeau, et on voit un jeune garçon en uniforme, probablement de la Hitlerjugend, qui est chargé de lever le drapeau. Et l'ensemble des élèves, on repère, je ne sais pas si vous voyez, mais des jeunes filles à leur jupe, et les garçons en pantalon ou en culotte courte sur leur âge. Et voilà, donc une cérémonie solennelle avec des discours qui saluent cette nouvelle rentrée, ce nouvel élan, et qui salue le gymnase comme étant le lieu qui va pouvoir se prévaloir de ce nom qui était auparavant une insulte et qui devient maintenant un titre de fierté, de Autonomistische Schule, une école autonomiste. Alors, nulle part le gymnase ne s'est jamais prévalu d'être une école autonomiste. C'est un reproche qu'on trouve parfois ponctuellement effectivement dans des archives, dans des témoignages, qui est peut-être lié à la présence effectivement de certains enseignants qui étaient actifs, c'est vrai, dans le mouvement autonomiste. Aussi le haut niveau d'allemand qui est maintenu en tant qu'établissement à tradition luthérienne. Et donc c'est probablement ça qui nourrit cette identité-là et un des facteurs explicatifs de la réouverture du lycée. Bon, les autorités nazies se sont donné beaucoup de mal pour réouvrir, mais ça reste dans une grande désorganisation. C'est-à-dire que concrètement, en octobre, on ouvre, on n'a pas les personnels nécessaires. Il y a des élèves, nombreux, mais par contre, le lycée n'a que les moyens d'assurer 3 heures de cours par jour. En fait, le choix est fait de réouvrir toutes les classes, sur tous les niveaux, mais avec un espèce de service minimum de 3 heures par jour, dont 2 heures par jour consacrées à l'allemand. Puisque l'essentiel, en fait, pour une école qui transitionne en fait, de la France à l'Allemagne, c'est de donner le niveau nécessaire pour rejoindre des universités allemandes. Donc 2 heures par jour d'allemand et puis 1 heure par jour d'autres choses, 2 fois des maths, 1 fois de la géographie, 1 fois de l'histoire. Et au fur et à mesure de l'année, le nombre d'heures va augmenter lentement. C'est-à-dire le quota horaire complet est atteint à 2 semaines de la fermeture du lycée. Donc la première année, une année vraiment, l'emploi du temps change très régulièrement au fur et à mesure du retour des professeurs. Mais on sait dans le texte que c'était prévu de mettre beaucoup d'allemand au début, donc beaucoup d'heures d'écriture. Et jusqu'à 18 ans, ceux qui sont en 10e année, ils font des heures d'écriture pour apprendre justement ce gothique cursif. Voilà. Donc si on doit retenir un petit peu l'essentiel, une annexion qui est préparée, vraiment à un niveau administratif et pédagogique, enfin de communication. On voit à quel point aussi les autorités se sont appuyées sur les structures existantes. Ils n'ont pas ouvert de nouveaux lycées. Plus tard, il y a une Napola qui ouvre, qui est une école vraiment nazie, on va dire, mais c'est plus tardif. On voit aussi à quel point ils cherchent à s'appuyer sur les hommes et les femmes présentes. On verra après qu'ils font aussi venir des Allemands. Et puis cette particularité du Jakobsschule-Gymnasium, qui est donc le seul lycée privé à réouvrir tout de suite. Et le fait que les lycées catholiques, qui étaient nombreux, eux, n'ont jamais réouvert. Si on passe à la deuxième partie sur l'équipe pédagogique et la direction, je vous ai mis une photo de l'équipe en 1937-38, qui est une année importante pour le lycée, puisqu'il fête, il a ouvert en 1538, donc il fête ses 400 ans d'existence, et donc il y a un petit livret qui est édité, et on voit l'homme élégant avec les guêtres et le directeur de l'époque, Charles Ross, à gauche pour nous, à sa droite, un professeur de lettres, Kuhlmann, dont on va reparler après, qui prendra la direction successivement, et puis un certain nombre de professeurs, hommes et femmes, dont certains qui ont repris la direction plus tard. Bon, bref. En tout cas, au moment de l'annexion, on se pose la question de qui va prendre la direction. Le premier, Hugo Zimmermann, le fait de manière très transitoire, vraiment juste l'ouverture, il fait les discours qui sont dans la presse, il reste un peu surplombant, il est présent, on va dire, dans l'organigramme du lycée, mais assez peu présent sur place. Il a d'autres charges à plus haut niveau dans la réorganisation d'écoles en Alsace. Et voilà. Le deuxième qui va prendre le relais tout de suite en octobre, c'est le docteur Ernst Christoph Brüller, dont vous avez la photo, qui est en fait directeur d'un établissement à Fribourg-en-Brisgau. Et en fait, il est nommé au gymnase pour 6 mois, pendant que celui qui est déjà prévu pour être le directeur du gymnase est envoyé pendant 6 mois à Fribourg-en-Brisgau. Une espèce de système d'échange. Donc Brüller est chargé de un peu mettre au pas le gymnase, pendant que Kuhlmann est chargé de se former à Fribourg-en-Brisgau, et au bout de 6 mois, il est échangé. Et à la toute fin, Arthur Kuhlmann est écarté, et celui qui a été leur adjoint tout au long de la période, Rudolf Bienert,
va prendre le relais de manière brève. Pour vraiment résumer sur ces 4 hommes, on voit qu'en termes de génération, on est dans un mouchoir de poche. En termes de formation, ils sont étudiés à peu près dans les mêmes universités. Ils sont pour les 3 premiers protestants et pour les 2 premiers et le dernier allemands, mais badois. Donc un profil assez similaire. Les 3 premiers qui sont protestants sont aussi 3 hommes qui apparaissent comme fiables aux autorités nazies et qui, les 3, vont les décevoir. Zimmermann va s'éloigner du nazisme une fois qu'il a perdu son fils en fait, sur le champ de bataille, tout jeune, à 20 ans il me semble. Et c'est vraiment un bouleversement chez lui qui va l'éloigner du nazisme. Brûler, qui paraît de confiance et en fait très vite ciblé dans le pays de Bade par le responsable du NSDAP, qui se méfie de lui et à juste titre, puisqu'il est en fait un des leaders, enfin des coordinateurs de l'Église confessante, qui est en fait la branche de l'Église protestante opposée à Hitler. Mais il va pouvoir tenir un certain temps avant vraiment que ça soit visible. Et Kuhlmann, et en fait les 3 vont finir par être mis à la retraite d'office. Pour Kuhlmann, on verra juste après que c'est dans des circonstances un peu plus confuses. Le sort qui ne déçoit pas, c'est Binert. Les témoignages de l'époque le décrivent partant à vélo au moment où les chars arrivent d'un côté. Il est resté jusqu'au bout du bout. C'est un de ceux qui signe à Hitler dans tous ses courriers. Il est vraiment très 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 conforme. Et au niveau religieux, il se définit comme Gottgläubig. Cette catégorie, donc en Allemagne on déclare sa religion. Et Gottgläubig anima ses croyants en Dieu. Pendant la période du nazisme, ça veut dire qu'il ne se reconnaît pas dans une église, pas dans une confession. Et ça peut être, en fait, ça va, on va dire, de chrétiens non attachés à l'église à des néo-païens. Voilà. Et c'est un moyen aussi de se faire bien voir par les autorités nazies qui, encore une fois, n'aiment pas les églises chrétiennes. Donc, dans les Gottgläubig, il y a des personnes où c'est vraiment d'opportunité, on sent que pour faire carrière, c'est bien. Et il y en a qui sont vraiment des purs et durs néo-païens. Il y en a 2 dans l'établissement qui se reconnaissent d'une minorité, l'église de Ludendorff, qui est vraiment très spécifique. Donc Arthur Kuhlmann, l'Alsacien qui va occuper le poste de directeur le plus longtemps, vous connaissez probablement son nom de famille, c'est une grande famille protestante alsacienne. Son grand frère, notamment Oscar, qui est très connu comme théologien, exégète, et qui, le temps de la guerre, est en Suisse. Arthur Kuhlmann, lui, a un destin un peu particulier, puisqu'il est donc né, c'est mieux comme ça. Il est né donc dans l'Empire wilhelmien. Il est formé à l'université de Strasbourg, puis à l'université d'Iéna, et ensuite il va à Paris faire une thèse sur Godefroy Bastard, qui est un poète aragois du XIIIe siècle. Il n'a pas de chance parce qu'il soutient sa thèse en 1913. La même année, il passe son équivalent d'agrégation, et en 1914, il est appelé sous les drapeaux. Il va faire 4 ans de guerre, qui lui laisse des blessures assez invalidantes et gênantes au niveau digestif, on appelle ça. Et en 1918, à la fin de la guerre, il revient au gymnase où il était ancien élève, il devient professeur, sauf que son diplôme ne vaut rien, et il a un statut à peu de choses près de professeur certifié, enfin on lui demande d'exercer une 20aine d'heures par semaine dans des petites classes, c'est visiblement extrêmement humiliant pour lui. Il se trouve que Arthur Kuhlmann est quelqu'un d'épris de justice, qui aime écrire, qui écrit beaucoup de courriers, avec un franc-parler très net, à tout le monde, chapitre de Saint Thomas, à ses directeurs, voilà, il écrit beaucoup, et il se plaint beaucoup de ce statut, qui lui semble totalement injuste. Il a des diplômes de très haut niveau, et on lui donne des classes de tout petits, on lui demande des services qu'on ne demande pas aux autres, et sa valeur comme enseignant est reconnue. Il obtient les palmes académiques, il est reconnu comme professeur, mais il se sent un peu humilié par ce statut. Tous ces courriers aboutissent à ce qu'en 1935, il obtienne la reconnaissance de son agrégation. Et vous me voyez arriver, en 1940, rebelote, il est écarté. Donc il est évident que pour Arthur Kuhlmann, l'arrivée d'autorités allemandes, c'est l'occasion de réussir une carrière qui jusqu'ici a été très perturbée en fait par les aléas de l'histoire. Le portrait qu'en fait Marie-Joseph Bob dans son récit est peu flatteur, un peu un intrigant, qui fait tout pour... Il se trouve que Arthur Kuhlmann réside dans le Haut-Rhin. Donc apparemment, d'après Bob, il a essayé d'avoir la direction du gymnase de Colmar, et puis finalement il arrive au gymnase de Strasbourg, où en fait il a toute sa place, puisqu'il a été élève, professeur, il y a une forme de continuité, il est connu par ses collègues, et les archives montrent que c'est quelqu'un voilà, dont la parole est reconnue comme de valeur.
Il n'empêche que pour moi, ce qui était intéressant, c'est que ce professeur, voilà, en prenant ce poste de direction, de fait, il participe en fait à l'annexion. Et il met ses compétences, son talent, son réseau, c'est un homme de réseau aussi, au service de l'annexion. Et forcément, ça a donné de lui une image extrêmement négative qui a perduré. Et en fait, c'est une figure qui, au gymnase, voilà, inquiétait un petit peu certains collègues âgés en disant mais c'est un peu un nazi, quoi, en fait. Et en me plongeant dans les sources, ce qui apparaît, c'est qu'évidemment, il a fait ce qu'il fallait pour être au poste qu'il est. Ça, on peut pas... Il rentre dans l'Offering, qui est donc l'antichambre, si vous voulez, du parti nazi, de manière très précoce. Mais c'est le cas, enfin, quasiment tous les fonctionnaires y rentrent, tôt ou tard, mais lui, il y rentre très tôt. Il rentre au NSLB, c'est l'équivalent de la corporation du syndicat des professeurs, ça aussi c'est très courant. Le NSV, l'organisation des œuvres sociales, c'est pas du tout, enfin c'est pas gênant. Par contre, il rentre au parti nazi et il rentre là aussi très tôt. Et ça montre vraiment, en général, c'est considéré comme compromettant et comme un signe d'une adhésion. Et c'est ce qui confère cette image négative qu'il a pu garder. Ceci étant, vraiment, en me plongeant dans les sources, en écoutant d'anciens élèves, en lisant des témoignages d'anciens élèves, il s'avère qu'il a en fait un rôle beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que Arthur Kuhlmann, il a profité de son poste, de sa place, pour dispenser un certain nombre d'élèves d'obligations. C'est-à-dire que pendant l'annexion, on ne peut pas passer son équivalent de baccalauréat si on n'est pas à l'Eiterjugend, au gymnase si. On voit des rapports des autorités nazies qui vraiment un document pour chaque élève. Il faut y être, mais il faut y être présent, il faut y être actif. Donc il y a des rapports sur chacun. Les autorités disent, voilà, lui, il a été trop présent, il m'a dit qu'il ne viendrait jamais, bon bref, il n'a pas le droit de passer le bac. Il passe son bac la semaine d'après, sans frémir. Donc au gymnase, il y a cet aspect-là, et dont les témoignages montrent que c'est vraiment une action de ce proviseur. Par ailleurs, certains élèves ont été arrêtés, parce qu'on peut se dire, bon, il rend service, c'est peut-être aussi son intérêt, encore une fois, c'est un homme de réseau, il rend service, on lui rend service, mais en fait, on constate que même des élèves qui ont été arrêtés pour faits anti-nazis, qui sont sur le front d'Est, il leur écrit encore, et là, il n'a aucun intérêt. C'est des élèves catholiques, ruraux, qui n'ont aucun entre-gens à Strasbourg, et le maintien de cette correspondance témoigne à tout le moins d'un humanisme, ou en tout cas d'un attachement à sa fonction de professeur, et les élèves disent dans les lettres à quel point son soutien a compté. Des récits aussi de son rôle quand des élèves sont arrêtés et sont au siège de la Gestapo, il va les chercher. Il met sa croix, il a eu la Ehrenkreuz pendant la guerre, il met sa croix à la boutonnière, il va les chercher, il a dit vous voulez garder quelqu'un, gardez-moi, mais eux vous les laissez sortir. Donc ça n'est pas un nazi, ça n'est pas non plus un héros, mais c'est quelqu'un qui à la place où il était a visiblement fait ce qu'il pouvait. Il y a un joli témoignage de 2005 d'un ancien élève qui, en voyant les commémorations de 2005, des 60 ans de la fin de la guerre, prend sa machine à écrire et écrit au directeur du gymnase en disant voilà, je suis un ancien élève, j'aimerais que mon témoignage soit placé aux archives. Son témoignage a été placé aux archives et il a cette phrase très jolie c'est lui, donc Kuhlmann, et lui seul, qui a ouvert grand le parapluie à l'abri duquel j'ai pu, et d'autres avec moi, poursuivre au gymnase pendant ces années terribles. Donc voilà, un visage ambivalent, qui est le cas en fait de beaucoup de personnages du gymnase, qui sont en fait des hommes et des femmes qui font en fonction de leur situation ce qu'il faut. De manière très nette, Arthur Kuhlmann a voulu avoir ce poste de direction, l'a eu, ça l'a amené à faire des choses qui sont de l'ordre du ralliement, de la compromission avec les nazis, mais en même temps, de manière plus discrète, il a aussi agi pour les élèves et les professeurs aussi. Le fait qu'il puisse, en tant que directeur, il pouvait témoigner que tel ou tel était nécessaire et donc ne pouvait pas être envoyé à l'armée, et il l'a fait pour certains collègues. Donc il a un rôle comme ça de protecteur. J'ai fait un article pour ceux que ça intéresse dans la revue d'Allemagne sur cette figure-là de manière plus prolongée, qui paraît là ces jours-ci, en juin 2026, justement sur cette figure-là vraiment intéressante. En tout cas, à la fin de la guerre, en novembre 1944, Arthur Kuhlmann quitte la direction dans des conditions un peu confuses. Il est mis à la retraite pour raison de santé. Ça, c'est dans les textes officiels. Mais c'est la même chose pour ses deux prédécesseurs, qui au moment où ils s'éloignent du nazisme, en fait, les nazis n'aiment pas dire qu'ils ont des opposants. Et donc, ils préfèrent, surtout à ces postes de direction, ils préfèrent simplement les éloigner. Donc, il a été éloigné pour raison de santé. De fait, il a des gros problèmes de santé. Certains témoignages disent aussi qu'en fait, c'est le moment où on demande aux jeunes lycéens de creuser les fossés anti-tank, et notamment à ceux de 15 ans. Et là, ils se seraient opposés.
Et ce serait ça qui lui aurait valu d'adminer les cas. En tout cas, il est écarté, et il va prendre sa retraite, il ne reviendra jamais professeur. Et voilà. Donc une figure attachante qui permet d'illustrer ce qu'on appelle l'agentivité, c'est-à-dire la manière dont les individus peuvent utiliser leurs marges de liberté, les marges de manœuvre, pour essayer d'être alignés avec leurs propres valeurs. Et c'est un élément que je n'ai pas mis, mais il y a un moment où Arthur Cullmann critique en fait le chapitre de saint Thomas et sur les valeurs protestantes. Et visiblement, les valeurs protestantes, pour lui, ça a du sens. Et on peut aussi penser, même s'il y a peu de documents qui en attestent, mais que c'est un des éléments qui peuvent expliquer son attitude. Il est, Arthur Cullmann, entouré de 75 professeurs, dont il est à la tête. En fait, 75 professeurs qui ne sont pas 75 professeurs en poste. Il y a des professeurs qui sont nommés, qui repartent, et l'équipe est en fait assez peu stable. Mais il y a une trentaine qui restent, et puis une trentaine qui gravitent, on va dire ça comme ça. Mais sur ces 75, vous voyez qu'il y a à peu près autant d'Alsaciens que d'Allemands. Dans ces Alsaciens, il y en a à peu près 9 qui étaient d'anciens professeurs du gymnase protestant. Donc la continuité, elle est réelle par la figure d'Arthur Cullmann, par ces 9 professeurs, mais elle est bien moindre que par exemple à Fustel. À Fustel, il y a 26 de leurs 28 professeurs. La continuité est plus marquée. Sur les professeurs allemands qui arrivent, la plupart sont des Badois. C'est logique, hein, puisque l'Alsace est rattachée au Pays Bade administrativement. Et les 11 Allemands non badois sont en fait pour l'essentiel ce qu'on appelle des Alt-Elsassers, c'est-à-dire des Alsaciens d'avant l'annexion, enfin qui en 1918, quand la France est revenue, ont fait le choix de repartir en Allemagne plutôt que de devenir français. Comme il y a eu les optants en 1870 qui ont préféré la France et qui ont quitté, et ben en 1918 il y a eu la même chose. Donc ces Allemands non badois sont beaucoup des Alsaciens d'origine en fait, dont certains qui viennent rejoindre des parents âgés. Il y a l'un ou l'autre professeur dont la maman voilà, est vraiment âgée, et c'est enfin l'occasion pour lui de la retrouver. Donc, voilà. Donc c'est les Allemands non badois, c'est plutôt des Alsaciens cachés. Vous voyez que ce sont essentiellement des hommes, mais quand même quelques femmes. Ces femmes sont sur tous les postes, profs de sport, de français, de physique, vraiment, elles enseignent à peu près tout. Ce qui est notable chez les femmes, c'est qu'elles sont beaucoup plus jeunes, ce qui est logique, puisque les hommes jeunes sont plutôt à l'armée. Donc il y a la moyenne d'âge des hommes est nettement plus importante que celle des femmes. Et dans les professeurs hommes, il y a 2 invalides de guerre, qui sont inaptes au combat, et un handicapé de maladie, de polyomyélite. Donc, ce qui pose des problèmes de discipline d'ailleurs, le fait que les professeurs soient globalement plutôt âgés et plutôt fragilisés en fait, physiquement, visiblement, ça pose un peu des problèmes de discipline. Pour la religion des professeurs, vous avez en bleu les professeurs catholiques, en orange les professeurs protestants, en gris les Gottveilige, donc ceux qui sont cette religiosité, et puis en jaune ceux dont je n'ai pas l'information, ce qui est important, vous voyez, donc mes chiffres sont à prendre avec des pincettes. Mais vous voyez que le gymnase n'est plus un gymnase protestant, il est bien le Jakobsturm-Gymnasium, un établissement qui accueille des professeurs un peu de tout profil. Ces professeurs font l'objet d'un contrôle minutieux. Alors les professeurs allemands, ils ont déjà été entre guillemets validés par l'Allemagne nazie. Par contre, pour les Alsaciens, il y a vraiment un important processus de surveillance qui passe d'abord par la surveillance des concours. Les professeurs qui ont des diplômes allemands enseignent très rapidement. Ils ont une petite phase qu'on appelle de Umschulung, de remise à niveau, enfin d'adaptation, de recyclage, on dirait aujourd'hui. Les professeurs qui ont des diplômes français, eux, ont une période beaucoup plus longue de stage. Et ensuite, ils sont inspectés, quoi, si vous voulez, et ils doivent remplir ce document qui est extrêmement long, le Fragebogen, qui est un long questionnaire en 14 points. Il y a plusieurs variantes, avec la photographie. Là, vous avez un des professeurs, un des plus âgés, M. Hague. Et ces questions, ce qui est assez frappant, c'est à quel point elles touchent tous les domaines en fait, de ce qui relève pour un Français de la vie privée. Et on imagine combien pour des anciens fonctionnaires ou employés privés, mais ça a dû être surprenant d'avoir ces questions à remplir. Donc, en gros, on ne veut pas de juifs, on ne veut pas de francs-maçons, on ne veut pas de francophiles, on ne veut pas de communistes. Mais c'est pas dit aussi clairement. C'est-à-dire qu'on leur pose des questions. Êtes-vous franc-maçon? Avez-vous appartenu? Et on sent bien qu'il y a certaines questions qui rapportent entre guillemets des bons points et d'autres des mauvais points. Mais les fonctionnaires de l'époque n'ont pas forcément bien en tête qu'est-ce qu'il faut répondre, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Et un professeur, il est difficilement employable à autre chose, donc il a besoin de travailler. Et donc ils vont essayer de mettre ce qui leur semble être ce qui est attendu, de manière assez nette.
et notamment dans la dernière partie qui est typiquement allemande, qui a un CV rédigé. Voilà, on leur demande de raconter un petit peu leur parcours. Et donc, bon, ces hommes et ces femmes qui ont besoin de travailler écrivent, peut-être sincèrement, peut-être juste voilà, un peu tout et parfois n'importe quoi, pour obtenir ce poste, sans imaginer, sans tous anticiper en tout cas, que ces Fragebogen, à la libération, vont être directement transmis aux autorités françaises, qui vont s'en servir pour épurer. Et donc, on va reprocher aux professeurs ce qui leur a été écrit. Alors, je vous ai mis un exemple, je ne sais pas s'il sera lisible, d'un monsieur qui est passé en commission. Là, je parle d'épuration administrative des professeurs. Monsieur X, malgré son double titre de professeur et d'officier de réserve, donne des gages aux Allemands au lendemain de l'armistice. Donc ça, c'est vraiment son rapport d'épuration. Il a été politischer writer et membre du parti, ça ce sont les points négatifs. Il écrivit dans son curriculum vitae des phrases indignes d'un port français, qu'il eut au début de l'occupation l'unique souci de ménager ses intérêts. Et là, on voit comment les autorités françaises font aussi la part des choses entre la nécessité et essaient de faire la différence entre la nécessité et l'idéologie. Mais c'est pas facile parce que ce qui est écrit n'est pas sous-titré. Et quand même, alors après, mais qu'il fit rapidement machine arrière, il a refusé d'avancer, il a essayé de se libérer de ses missions de politicien writer. Et donc, en fonction de tout ça, il va y avoir des décisions. Typiquement, il y a un professeur qui est... beaucoup de professeurs qui sont envoyés en Umschulung dans le Pays de Galles vont y rester. Ceux dont les autorités se méfient un peu, ils vont rester dans le Pays de Galles. Et c'est le cas d'un jeune professeur dont l'épouse est enceinte et la grossesse se passe très mal. Et du coup, il écrit des courriers, il adhère à tout ce qu'on lui demande d'adhérer. Et lui, en commission d'épuration, on le lave de tout. Voilà, l'épuration française considère que, vu sa situation familiale, il avait besoin d'entrer en Alsace, il a fait ce qu'il fallait, on n'allait pas le lui reprocher. Voilà. Donc il y a quand même de la nuance dans l'épuration, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effet un peu de génération, qui est que les professeurs hommes ont déjà un certain âge, ont connu l'épuration précédente par les Français en 1918, voient arriver ces Fragebogen, ils ne savent pas pour combien de temps ils sont en Allemagne. Donc on sent que certains anticipent de ce qui va suivre, et d'autres moins, et puis d'autres certainement sincèrement se réjouissent du retour des Allemands, ça c'est sûr. Il y a des professeurs dont il y a des écrits où on voit très bien qu'ils sont vraiment germanophiles, et le retour des Allemands vraiment les réjouit, sans forcément qu'ils soient nazis non plus, et on voit chez ces professeurs-là des évolutions aussi au fil du temps. Mais en tout cas, ces documents-là vont être réutilisés avec plus ou moins d'utilité. Il y a des enquêtes de voisinage aussi, comment ils sont comportés chez eux, même s'ils sont dans le Haut-Rhin, on va chercher dans le Haut-Rhin, qu'ils ont fréquenté. On constate que le fait qu'il peut y avoir des témoins à charge ou à décharge, et quand les témoins à décharge, donc qui essayent de prouver que le professeur n'était pas nazi, j'ai trouvé certains témoignages où on voit que si tous les témoins à décharge sont protestants, c'est pas très bon signe. Voilà. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait que des coreligionnaires va créer visiblement un doute. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des coreligionnaires ou des protestants, ça, je n'ai pas le sous-titre, mais en tout cas, c'est un élément qui est présent dans les archives de l'Internet. En tout cas, on voit à quel point l'épuration s'est faite de manière extrêmement nuancée et avec des rapports qui parfois se contredisent. Il y a un professeur, visiblement, il y a un des agents de CRG qui font ça, un des agents des RG qui fait un dossier vraiment très à charge, et les RG suivants disent non, mais en fait, visiblement, il ne s'entendait pas avec son voisin a chargé beaucoup la mule, et en fait, les autres enquêtes montrent que c'est pas si vrai, et il va finalement être dédouané. Voilà. Les autorités nazies essaient d'avoir des professeurs fiables. Pour eux, c'est vraiment important de pouvoir compter sur leur personnel, et c'est extrêmement difficile pour eux d'identifier qui est fiable, qui ne l'est pas. Et un des outils, donc c'est ce questionnaire, un autre outil c'est le sermon, qui est attendu. Alors le sermon des professeurs, à ma connaissance, il y a plein de témoignages, mais on n'en a jamais retrouvé en version papier. Donc, si vous en avez dans les familles, ça intéresse la communauté d'historiens. Le seul sermon que j'ai trouvé, c'est un sermon de pasteur. Parce qu'en fait, si le gymnase est d'État, il y a quand même le maintien d'une aumônerie, avec des aumôniers protestants et aussi des aumôniers catholiques, parce qu'on y viendra après, il y a pas mal d'élèves catholiques. Et donc là, j'ai retrouvé par hasard le sermon d'un pasteur, en l'occurrence le pasteur Bessay, qui s'engage à remplir ses obligations de service de manière consciencieuse, désintéressée, et à suivre les lois et autres arrêtés de l'État national-socialiste. On a des témoignages, notamment j'ai vu dans un ouvrage de personnes à qui ça pose d'énormes cas de conscience. Est-ce que je dois prêter serment, pas prêter serment?
J'y crois pas, je suis pas d'accord. Pour les catholiques, ils vont consulter leur prêtre de paroisse, est-ce que je peux pas, bref. Et on a des témoignages, en l'occurrence de curés, qui disent un serment sous la contrainte ne vaut rien, signez, prenez votre emploi, et vous n'êtes pas tenu par ce serment. Et donc, de fait, ce qu'on constate, c'est que les Allemands n'arrivent pas à évaluer qui est qui. Et alors, le meilleur exemple, c'est Eugène May. Eugène May, c'est un professeur de français qui a fait le Coulanges avant la guerre, qui est d'abord envoyé dans le pays de Bade, et justement, lui, il a besoin de rejoindre sa famille, il a charge de sa mère et de frères et sœurs. Donc, il a besoin de revenir à Strasbourg. De nouveau, ici, il y a à peu près tout ce qu'il faut, il a dans tout ce qu'il faut. Et dans tous ces rapports, on souligne sa fiabilité, le fait qu'il n'est pas francophile, qu'on peut compter sur lui, etc. Il se trouve que Eugène May, il est rentré dans les mouvements de résistance en octobre 1940. Comme sous le nom de capitaine Firmin, le groupe Martial, je ne sais pas si vous voyez, les GMA. Il a coordonné les FFI entre Orin-Barin, il a participé à la mise en place du combat à Strasbourg et de la défense de Strasbourg encore en janvier. Enfin, c'est vraiment un résistant absolument... il n'y a aucun débat sur sa personne, c'est vraiment un résistant. Et voilà, il n'a pas du tout été repéré. Ce qui est bien le but. Hein. Donc de nouveau, cette question du double jeu. Et à la fois pour les historiens, mais je pense pour tous les citoyens, l'importance de faire preuve de nuance et d'éviter les jugements hâtifs. Voilà. C'est pas parce qu'on retrouve une photo d'un grand-père en uniforme de l'Eltergen, c'est pas parce qu'on retrouve un serment signé, ça ne suffit pas pour savoir ce que les gens pensaient, ni pour savoir ce que les gens ont fait. Voilà. Donc voilà, la complexité des situations, c'est ma conclusion de cette partie, avec le fait que les professeurs ont besoin de salaires, qui sont parfois attachés à des valeurs, qui peuvent être diverses, que certains d'entre eux ont vraiment adhéré au retour des Allemands, voire au nazisme, mais que parfois ils étaient très attachés au gymnase et qu'ils ont tout fait pour que le gymnase puisse perdurer. C'est aussi un des aspects chez Kuhlmann qui est assez sensible. Il essaye de préserver une identité propre à l'établissement, je conclurai là-dessus après. Mais parfois aussi une opportunité, Kuhlmann, très clairement, l'arrivée des Allemands, c'est une opportunité énorme dans sa carrière. Il n'aurait jamais été directeur sinon. Voilà. Donc ça, c'est aussi humain, les enjeux de pouvoir, éventuellement. Aussi, à quel point la situation est évolutive. 4 ans, c'est peu, mais c'est beaucoup en période de guerre. Il se passe beaucoup de choses. Certains, vivants, ont pris conscience de ce qu'était le nazisme. Certains sont confrontés à la réalité de la guerre et ça les amène à bouger. Leur lien aussi, Eugène May entretient de très bonnes relations avec le professeur le plus compromis qui a paradé en uniforme nazi. Ils entretiennent de bonnes relations tout le long de la guerre. Et voilà. Donc les réalités humaines sont complexes. Et aussi, pour les adultes, de manière très nette, ce sont des gens intelligents qui ont fait des études et qui anticipent l'avenir et qui essayent de se préserver. On a donc toujours ce professeur extrêmement compromis. Il a donc une phase d'épuration compliquée à vivre, forcément. Et il témoigne de cette manière assez remarquable au moment de la commission d'épuration française. Il dit, je cite de mémoire, mais j'ai usé de mes excellentes relations avec la Gestapo pour aider ma voisine qui est cachée des soldats britanniques. Alors on se dit, il se rend service ou il se tire une balle dans le pied, on ne sait pas trop, hein, mais sa voisine est appelée à témoigner aussi. Et voilà. Bon, donc des situations extrêmement complexes, on sent que certains anticipent, préservent des relations. Évidemment que le professeur qui est de manière cachée, résistant, il a besoin d'entretenir des bonnes relations avec des gens qui sont bien vus. Et en même temps, les gens qui sont pour l'instant bien vus se rendent bien compte que ça peut aussi se retourner et qu'il vaut mieux garder aussi... Donc, en tout cas, un panorama des attitudes entre... On ne parle pas de collaboration en Alsace, on parle de ralliement. Donc entre ralliement et résistance, il y a tout ce panorama de l'attentisme, de gens qui font au mieux, qui essayent de s'en sortir, en essayant de ne pas trop se compromettre, de limiter un petit peu les dégâts. Pour les élèves et leurs familles, la situation est différente. Les élèves sont jeunes, ils ont 10 à 18 ans, et en fait 10 à 20 ans, voire même un peu plus, puisque le fait de devoir passer de scolarité en français à une scolarité en Allemagne, que les gens, pendant l'année d'évacuation, ils ont été plus ou moins bien scolarisés, donc on a d'énormes écarts d'âge dans les classes. Il y a des élèves qui arrivent d'Allemagne qui ont 1 an ou 2 d'avance, et on a des élèves français, enfin alsaciens, qui ont 2 ou 3 ans de retard. Donc on a des classes comme ça assez disparates. Donc au total, pour l'instant, j'ai recensé 758 élèves, mais vous voyez que, bon an, mal an, il y a un peu moins de 400 élèves au gymnase. Ils sont très largement alsaciens, mais on voit un corps allemand qui est loin d'être négligeable. Ces 111 Allemands, on y reviendra après, ce sont beaucoup les enfants en fait, de personnes qui arrivent comme fonctionnaires, parfois comme commerçants, aussi comme entrepreneurs.
3 Suisses, je ne sais pas exactement pourquoi ils sont là. Les Italiens, c'est le fils de l'ambassadeur, le fils du secrétaire de l'ambassadeur, et un fils de chef d'entreprise italienne du bâtiment. Ça, il y a un vrai peuplement italien en Alsace, qui est ancien, qui peut rester, puisque l'Italie et l'Allemagne ont bonne relation. Et donc là, pour le coup, le gymnase n'est pas du tout représentatif de la communauté italienne de Strasbourg. Les 2 Français, je ne sais pas du tout qui c'est. L'espagnol, pas trop. Et la patrie, l'histoire est assez intéressante, c'est un Ukrainien, dont le papa est aumônier d'un diocèse de Spire, pour les Ukrainiens, donc orthodoxes certainement, de Metz, Strasbourg, Spire, dont j'ai trouvé aucune trace nulle part. Il se trouve que l'Ukraine a une situation un peu complexe parce qu'à la fois ce sont des Slaves, qui c'est un peuple inférieur, mais en même temps il y a une partie des Ukrainiens nationalistes qui soutiennent les nazis. Lui justement, il a un de ses frères qui est dans des organismes de combat ukrainiens pro-nazis. Enfin bref, voilà, une figure un peu atypique et assez amusante, enfin intéressante en tout cas. Mais donc sur les effectifs, vous voyez en rouge la proportion de filles qui est faible, à peu près constante, et nettement inférieure à ce qu'elle était avant la guerre. Il y avait 16% de filles avant la guerre, donc dans le lycée français, il n'y en a plus que 6% dans le lycée allemand. Et le gymnase est très surveillé et très critiqué parce que Arthur Kuhlmann est beaucoup trop libéral, il laisse rentrer trop de filles. Et les autorités allemandes ne sont pas contentes, parce qu'en plus, ça crée des problèmes, parce que ça se sait. Et du coup, ça fait que dans d'autres villes du Pays-Bas, les gens disent « mais à Strasbourg, il y a moyen d'être inscrit, je ne vois pas pourquoi moi, à Karlsruhe, je ne pourrais pas ». Donc il y a un peu des soucis. Sur l'effondrement final des élèves, on y reviendra après, c'est en partie les garçons qui sont convoqués au RAD, dans la FLAC, donc la défense antiaérienne, c'est pour les grands, et pour les plus petits, des parents qui les mettent à l'abri, parce que Strasbourg est trop bombardé. Et du coup, les filles, en comparaison, paraissent un peu plus nombreuses. Alors, sur qui sont les élèves du Jakobshof Gymnasium, vous avez à droite les religions du gymnase avant la guerre. Vous devinez qu'en orange, on a les protestants, c'est surreprésenté. Et vous avez à côté le gymnase pendant la guerre, en orange, les protestants. Vous voyez combien la population protestante s'est érodée. En bleu, dans les 2 cas, les catholiques, qui étaient vraiment marginaux avant la guerre et qui deviennent majoritaires pendant l'élection. En jaune, selon la religion, est inconnu. En gris, à droite, vous avez les juifs, qui du coup ne sont plus là. À gauche, ceux que j'ai mis en gris sont les Gottgläubige, donc ceux qui sont plutôt pro-nazis. Donc on voit combien la population du gymnase a évolué, par le fait que le collège et l'épiscopat Saint-Étienne ferme, et que là aussi on faisait du latin et du grec, et que donc tous ceux qui avaient entamé des études, notamment ceux qui se destinent à la prêtrise, qui envisagent la théologie, sont obligés d'aller au gymnase pour pouvoir envisager ensuite la poursuite d'études. Il y a des témoignages qui disent qu'il n'y a jamais eu autant de séminaristes, des capucins, des franciscains. Il y a plein de gens qui en fait étaient déjà dans une démarche d'entrée dans les ordres et qui se retrouvent au gymnase. Alors, si on regarde les professions, ça ne ressemble à rien, puisque les professions sont très diverses. Mais si je vous synthétise, dans la version de droite, il y a quand même une surreprésentation des cadres, des professions libérales, des chefs d'entreprise, des enseignants. C'est ce qui est en jaune, en bleu, en gris, en vert. Donc plutôt un lycée bourgeois. Là où, à gauche, vous avez le lycée sous la période nazie, avec quelque chose de beaucoup plus... ce qui peut être assez marquant pour l'Alsace, c'est le orange à droite, qui sont les cultivateurs, les agriculteurs. Avant la guerre, il n'y a quasiment pas d'enfants d'agriculteurs au gymnase. Pendant la guerre, on a un vrai groupe d'enfants des villages, et beaucoup de catholiques ruraux en fait, qui viennent. Par contre, si on regarde, ça c'est pour les enfants allemands. Et là, vous voyez en gris les enfants de cadres, de dignitaires du NSDAP. Donc surreprésentation de ce groupe-là. Surreprésentation bleu marine des enfants d'enseignants. Puisque, en fait, avec l'annexion, moi je parle que du lycée, mais il y a aussi la question de l'université. Et les nazis ont ouvert à Strasbourg, vous le savez, la Rose, la Reich Université de Strasbourg, et ils envoient de nouveaux professeurs. Les universitaires veulent que tous leurs enfants soient au gymnase. Ils écrivent, ils réécrivent, du jour où ils ont l'annonce de leur possible mutation, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils écrivent au gymnase de la ville pour savoir si on peut prendre leurs enfants, filles et garçons. Et c'est eux justement qui vont faire des histoires, parce que leurs filles sont acceptées au gymnase, et puis ensuite ils ont une mutation, on leur refuse la fille, et ils disent mais il n'y a aucune raison. Puisque ces universitaires veulent que leurs enfants fassent des études. Les pasteurs, si ça t'intéresse, ils sont hommes d'église, c'est le orange clair à gauche, enfin, à côté du. Si on regarde les demoiselles, qui sont peu nombreuses, là aussi donc, on retrouve les enfants de cadres nazis, elles viennent,
et les enfants d'enseignants qui sont bleu marine, de nouveau, qui sont très représentés. Les filles de pasteurs, évidemment, sont pour certaines scolarisées. Donc au final, un public moins urbain, moins protestant, moins bourgeois, beaucoup plus hétérogène que n'a jamais été le gymnase, en tout cas dans la période jusque-là, et qui correspond en fait à l'idéal nazi de la Volk de Mannschaft, de cette société ethno-raciale, et qui ne fait plus de différence confessionnelle, sociale, etc. Donc, quelque part, là, les nazis ont réussi leur projet, et qui se manifeste aussi par la disparition des élèves juifs. On pourra y évoluer. Pardon ? Où sont-ils? Alors, les élèves juifs, j'ai réussi à suivre une fratrie, mais j'ai pas encore écrit ça, mais il y a une fratrie, il se trouve que la famille est encore en Alsace. Eux, ils sont partis au moment d'évacuation, ils ont réussi, les 3 enfants ont réussi à rester cachés pendant toute la guerre, et ont ensuite émigré en Israël, où ils ont eu un très très beau parcours. Il y a eu la directrice du Philharmonique de Jérusalem, voilà, qui est une ancienne élève du gymnase. Elle est maintenant retraitée, évidemment. Mais donc oui, de ce que j'ai regardé en tout cas, les élèves du gymnase avant la guerre, j'ai vraiment fait des recherches hâtives et sur internet, mais juste pour voir, j'ai l'impression qu'ils ont quasiment tous survécu. Il y a quelques familles bourgeoises de la bourgeoisie juive de Strasbourg. À cette époque, il n'y a pas de lycée confessionnel juif à Strasbourg. Il y a des Talmud Torah évidemment, il y a des yeshivot, mais il n'y a pas de... Par contre, au gymnase, il y a une tradition d'enseignement de l'hébreu. Il y a des professeurs qui sont de très bons hébraïsants. Donc pour certaines familles juives, mettre les enfants au gymnase, c'est un moyen de quand même transmettre un peu l'hébreu et d'être dans un bon lycée de centre-ville. Et en 37-38, il y a aussi beaucoup d'élèves juifs qui sont en fait des élèves en transit, c'est-à-dire qui ont déjà fui l'Allemagne et l'Autriche, et qui sont à Strasbourg, et eux ils repartent très très vite, et visiblement ils ont eux aussi réussi à traverser la guerre. Donc certains, pour ceux que j'ai trouvés, donc les Français cachés dans des villages du sud-ouest de la France, et pour une des tantes, même pas cachée, en fait elle était juive, tout le monde le savait, et bon, personne ne l'a jamais dénoncée. Elle s'est fait arrêter une fois par une personne qui a dit ça va pas vos papiers là, bref, mais qui l'a laissé partir, et puis elle n'a plus jamais eu de soucis, donc il y a une part de chance, clairement. Voilà. Oui, la famille de 3 enfants, le papa était dans les organisations juives de combat, donc résistant en France, dans le maquis. En tout cas, ce lycée, c'est un lycée qui est très profondément bouleversé, à la fois dans les valeurs, puisque le lycée, qui est un lycée protestant, voit d'un seul coup, j'en ai pas du tout parlé, on peut en parler après si vous voulez, mais dans les contenus d'enseignement, les enseignements sont nazis, racistes, voilà. Et le public est profondément transformé, et aussi il y a un rapport de force qui est intéressant. Typiquement, j'ai mis ce petit garçon-là, qui est un des 4 fils du président du tribunal de Strasbourg. Ce président qui a condamné les adolescents d'un mort à la mort. Voilà, ces 4 fils sont dans les classes du gymnase. Ces classes-là sont des classes compliquées. Voilà, il y a des dénonciations. Ils sont ciblés comme étant les responsables. Il y a un professeur qui, mon déclaration, dit oui, j'étais au parti nazi, mais en fait, c'est mon élève qui m'a donné Vous imaginez l'ambiance de la salle de classe où c'est l'élève qui donne à son professeur le document pour rentrer dans le parti. Il dit, mais j'ai pas pu répondre, en fait son papa il était président du tribunal, oui j'ai signé. Bon. Donc comme ça, un renversement des normes, des ambiances, et puis dans d'autres classes où il n'y a pas d'élèves comme ça, et ben visiblement, d'après les témoignages, on peut avoir une vie en exprimant des réserves sur le nazisme sans avoir trop d'ennuis. Ça c'est un peu le hasard de la composition des classes. Et des professeurs aussi, évidemment. Et aussi le fait que, normalement, au gymnase et dans le gymnasium, les écoles, c'est primordial, c'est essentiel, il faut être performant. Le gymnase garde son exigence. Hein. Il y a des élèves qu'on fait redoubler, ils reviennent de RAD, ils partent à la RAD 3 mois après, et on leur dit, vous n'avez pas le niveau suffisant pour redoubler. Bon. Donc l'exigence, elle reste au gymnase, mais il n'empêche que le Leiterjugend prend beaucoup de temps aux élèves. Et des élèves qui n'ont pas le niveau, mais dont Leiterjugend fait de très bons rapports, on sent qu'il y a une pression pour qu'ils aient leur diplôme. En fait, le fait qu'ils soient de bons jeunes engagés dans le métier, ça vaut d'avoir le diplôme. Un autre élément intéressant, mais je suis un peu en retard, c'est le fait que la germanisation et la défrancisation est active. Alors, j'ai beaucoup de sympathie pour la famille Jacquemin, que je ne connais pas. Dans tous les documents qu'ils signent, c'est soit Jacquemin, Yes, Jacquemin, soit Jacquemin, Fleur, Jacquemin. Il n'y a pas une fois où ils signent juste Jacquemin. Voilà. C'est leur acte de résistance. Ils ont peut-être fait d'autres, mais il n'y a pas un document, c'est vraiment très fort. J'ai mis aussi pour montrer à quel point les familles sont
peu au fait de ce qu'on attend d'elles. Quand on leur demande de remplir les documents et qu'on leur demande s'ils sont à rien, il y a une famille, je sais pas rien. Et puis après, c'est barré, c'est les premiers que j'ai mis là. Ils barrent, ils disent yaya, et puis ils mettent. Voilà. Il y a une autre famille, celle que j'ai mis en dessous, et on voit aussi que l'enfant n'était pas à la gueule et finit par y rentrer. Il y a une autre famille où la famille a écrit que c'était français avant de barrer et de mettre SSR. Donc on voit qu'il y a une confusion en fait de qu'est-ce qu'on attend de nous, qu'est-ce qu'il faut faire. Un fait qui est très marquant pour les enfants, c'est à quel point ils sont confrontés à la guerre. À la fois dans les horaires, il y a des alarmes, donc les horaires sont modifiés, les premières heures du matin, quand il y a des alarmes pendant la nuit, des bombardements, les heures sont décalées, donc la scolarité est perturbée. À droite, c'est un témoignage, c'est une lettre d'un parent d'élève de la Reich Université, justement, qui dit que son fils ne supporte plus les alarmes. Il a une petite fragilité cardiaque, il éloigne. Voilà. Donc les enfants sont perturbés par cette guerre. Les enfants sont perturbés, mais les adolescents sont mobilisés très tôt. Donc par le RAD, la fiche de gauche, c'est une liste de classe. Et on voit que les garçons sont barrés, et la seule élève qui reste sur cette page, c'est la jeune fille. Les jeunes filles, on leur a souligné en rouge. Donc voilà, les garçons rentrent au RAD, ensuite ils vont être aussi mobilisés comme dans la défense antiaérienne. Et puis à droite, quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais qui est le fait que les garçons étant envoyés au RAD, là on a une veuve qui est agricultrice, et son fils aîné a été au RAD, elle ne peut plus gérer l'exploitation familiale, donc elle va sortir son dossier, le suivant, de manière précoce, parce qu'en fait elle s'en sort plus. Donc il y a aussi un impact, sans être vraiment mobilisé indirectement, mais ça impacte la scolarité. Alors cet impact, il se manifeste par exemple en bas de cette feuille d'inscription, on doit mettre tous les enfants de la fratrie. Et là c'est une famille, vous voyez, ils ont beaucoup d'enfants. Donc l'aîné est dans la Wehrmacht, le deuxième est dans la Wehrmacht, le troisième est en RAD, le quatrième est à la FLAC, le cinquième est écolier, le sixième, enfin écolière d'ailleurs, le sixième est écolier et le dernier est dernier. Mais donc, et on peut imaginer que le papa est certainement alarmé aussi. Donc un quotidien où la guerre est omniprésente dans la vie des familles, au-delà de ce que vivent directement les jeunes. Dans cette expérience de guerre, il y a aussi les traces de la faim. Vous avez une carte de rationnement que j'ai retrouvée dans un... Elle n'a rien à faire là. J'imagine que c'est un prof qui a dû ramasser un mot qui circulait. C'est dans le cahier de texte. Et il y a un petit dessin avec en dessous écrit « J'ai faim » et « famine » sur le ticket de rationnement. Donc voilà, la réalité de la guerre pour beaucoup, c'est « J'ai faim ». Et puisqu'il n'y a pas de cantine et chacun mange ce qu'il a. Et donc selon, pour le coup, les enfants de la campagne, ils mangent plutôt mieux. Voilà. Et justement, dans cette défense antiaérienne, il y a un carnet, en fait, toutes les nuits, il y a 6 jeunes qui sont dans les toits avec un adulte et qui surveillent. Est-ce que, est-ce que c'est bien assombri les fenêtres? Est-ce qu'il y a des bombardements qui arrivent? Est-ce qu'il y a des départs de feu? Ils ont du sable, ils doivent éteindre les éventuels départs de feu. C'est quelque chose qui est très suivi, qui est signé par le proviseur régulièrement, mais qui en fait n'est pas relu visiblement après, et donc c'est un espace visiblement un peu de liberté pour les jeunes. Il y a plein de petites insultes, de petites blagues, bref. Et il y a ce dessin pour la nuit de Noël, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir projeté. L'enfant a dessiné, c'est quand même un adolescent, pour avoir pu écrire là-dedans. Il a dessiné un sapin de Noël avec une seule boule qui est en tête de mort, comme un peu de pirate. Et puis à côté, un espèce de monsieur à tête de patate, avec une mèche un petit peu évocatrice, qui a l'air pas content et assez surpris, et puis ses bouteilles à moitié vides, voire vides à côté de lui, et puis cette pauvre petite bougie, donc voilà, qui illustre un peu ce Noël anormal pour ces gamins qui vont passer sous les toits. Voilà, donc une guerre qui a marqué énormément. J'ai peu de temps, donc j'évoque juste, et puis si vous avez des questions, on pourra y revenir. Georges Reinhardt, qui est un élève justement catholique rural, il vient de vraiment après Cels, il y a 1 heure de train tous les jours pour venir et pareil pour revenir, qui rentre au gymnase en décembre 1940 et qui est arrêté pour distribution de tracts anti-nazis avec un autre de ses camarades. Et ce jeune garçon, il va, vous voyez là avec son uniforme, donc à gauche, vous voyez sa gamelle d'ailleurs qu'il a à la main, donc sa mallette, enfin, sa pochette de lycéen, et puis sa gamelle pour manger. Et puis à côté, lui, quelques mois plus tard, dans la Wehrmacht. Donc ce garçon s'est fait arrêter le 1er novembre 1941 pour distribution de tracts avec son camarade. Ils ont été en prison d'abord à Kiel, ensuite transférés à Schirmeck, donc camp de rééducation des Alsaciens, puis envoyé en RAD, puis envoyé à la Wehrmacht. Et alors il a un parcours assez incroyable parce qu'il a traversé quasiment toute la guerre. Il est mort, on n'a pas sa date réelle de mort, mais il est probablement mort dans les derniers jours de la bataille de Berlin, dans des conditions atroces. Il a été mobilisé dans ces régiments un peu de la dernière chance, là où Hitler met
25% militaires, 25% d'enfants et 50% de personnes âgées en fait, et d'enfants. Et donc il est mort dans ce cadre-là. Comme il est arrêté avec un de ses camarades qui sont dans la même classe, c'est une classe qui va subir des arrestations multiples. C'est-à-dire qu'eux, ils sont arrêtés le 1er novembre, et jusqu'en février, il y a des arrestations dans cette classe. Et visiblement, les nazis ont peur qu'il y ait une cellule en fait, de résistance. Ils croisent en fait, probablement, c'est le même moment qu'il y a la main noire qui est arrêtée en fait. Et un des jeunes garçons qui est arrêté, qui est très vite libéré, d'ailleurs c'est celui qui sort le plus vite, Ferdinand Becker, il est libéré, mais en fait il quitte le gymnase. Et une fois qu'il a quitté le gymnase, en fait, le fait d'être scolarisé pendant un temps, ça retarde l'incorporation. Et une fois qu'il a quitté le gymnase, il se rend compte qu'il va être incorporé. Et du coup, il s'enfuit de l'Alsace. Il traverse, pareil, toute la France, l'Espagne, il arrive au Maroc, et au Maroc, il rejoint les FFL. Et il va passer toute la guerre, en fait, comme traducteur dans une prison. Au Maroc. Donc voilà, il y a d'autres parcours, il y a un jeune, bref, il y a quelques cas d'élèves résistants aussi pour des motivations un peu diverses et des réalités un peu diverses. Je conclue avec ce programme musical, parce qu'on peut voir du gymnase sans musique. Donc cette fête de fin d'année du gymnase de 1941, où le programme illustre assez bien la réalité du gymnase pendant la guerre. Il s'ouvre sur un chant à la gloire de Dieu de Beethoven, que le gymnase protestant n'aurait pas renié. Et ensuite, il y a des airs folkish, il y a des poètes nazis. Et puis ensuite, il y a des évocations d'antiquité traditionnalistes. Et on voit un peu comment le gymnase a essayé à la fois d'être le lycée nazi qu'on attendait de lui, tout en gardant une identité protestante et en gardant une identité humaniste par la tradition du latin et du grec. Et c'est un compromis un peu atypique, et où certainement chaque élève, ils ont essayé de donner à voir à chacun ce qu'il venait chercher, quoi. Donc suffisamment de nazisme pour que les autorités, les enfants militaires nazis s'y retrouvent, quand même assez de protestantisme, peut-être, ouais. Voilà, un espèce de compromis. Et donc cette tentative ou volonté de garder une identité propre, malgré ce contexte qui est extrêmement contraint, de manière très nette. On voit aussi qu'on a au lycée une micro-société, forcément un miroir un peu déformant, parce qu'au gymnase, c'est évidemment pas tous les jeunes qui y vont. Il y a plein de jeunes à l'époque qui sont déjà apprentis ou déjà à l'usine, hein, mais qui permet de voir comment les Alsaciens ont vécu l'annexion et aussi les contacts. C'est un lieu de contact entre Alsaciens et Allemands qui est vraiment intéressant à ce titre-là. Et donc, voilà, il y a un effet comme ça qui permet, sur un nombre assez restreint de personnes, adultes et jeunes, de voir comment l'annexion est vécue. Ce qui est vraiment à retenir, je pense, c'est à la fois la diversité et la fluidité. En 4 ans, les gens évoluent, changent, et vivent des choses très différentes. Dans une même classe, on a le fils d'un des très grands professeurs de la Reich-Universität. On a un enfant de paysan, pour le coup, hein, Georges Weinhardt, c'est une famille très très modeste, hein, qui vit assez mal, en fait, c'est le seul voilà, qui fait des études. Et on a, voilà, il y a une grande diversité, il y a les enfants de Pasteur, etc. Et donc, il doit nous amener vraiment à éviter les lectures manichéennes trop tranchées. C'est pas en noir et blanc, il y a vraiment un grand panorama de couleurs. Et aussi éviter de plaquer des réalités d'aujourd'hui sur une société qui est tellement différente que c'est vraiment difficile de le faire. Je vais faire circuler le micro. Oui. Et quel était... Attendez. Qui payait les professeurs? Quel était le statut de la Fondation Saint-Thomas? Alors la Fondation le chapitre de Saint-Thomas n'a plus d'autorité. Oui. Ne paye plus. À partir du dernier salaire, c'est septembre 1939, et ensuite il faut attendre le retour à la France. Ceci étant, le chapitre de Saint-Thomas apparaît quand même de temps en temps comme propriétaire des murs, voilà. Mais les professeurs, ils sont salariés par le ministère du Pays de Bade. Et avec une grille qui est la grille des fonctionnaires allemands. Pour revenir par contre sur votre remarque sur Walter-Gun, qui est très très juste, il y a aussi une réalité qui est que pour beaucoup d'enfants, et notamment pour les jeunes filles, cette période, déjà c'est des souvenirs d'enfance, c'est un bon souvenir. Voilà, on a généralement bon souvenir de son enfance, c'est une réalité. Et que pour les jeunes filles, le fait qu'il y ait la BDM, c'est l'équivalent de l'Interjugend, c'est un espace de liberté auquel elles étaient peu habituées. C'est-à-dire qu'elles sont dans les bois, elles campent entre elles, elles chantent. Et le fait que finalement le pouvoir de l'Église recule, le pouvoir de l'école recule, puisqu'on leur donne beaucoup de temps en fait à l'Interjugend et à la BDM,
que les familles aussi sont un peu écartées de l'éducation des enfants. De fait, ça crée aussi des espaces de liberté pour certains jeunes, et dans lesquels certains ont pu s'épanouir, et c'est une réalité. Et oui, effectivement, la Hitlerjugend a fait envie aux jeunes, ça c'est un témoignage qui est assez régulier, et puis oui, c'est vrai. Mais on a aussi, de manière, alors plutôt chez les grands, mais des jeunes qui refusent absolument d'aller à la Hitlerjugend, et à qui ça vaut des ennuis. C'est peut-être ce que je voulais dire, mais j'ai pas eu le temps vraiment, mais que les adultes sont plus conscients des enjeux de ce qu'ils disent et ne disent pas, là où les adolescents sont un petit peu plus entiers, parfois un peu l'inconscience des conséquences, et aussi moins de recul sur les retours. Donc il y a à la fois des jeunes qui s'engagent à fond, il y a une famille notamment dont les enfants sont parmi les fondateurs de la Hitlerjugend à Strasbourg, de manière très nette. Et dont on a la chance d'avoir un ancien élève du gymnase de la période, M. Chacun, mais dont un qui à la fin de la guerre a dit aux autres, mais est-ce que tu vas encore rester mon ami? Parce qu'il a commencé à avoir des affiches dans Strasbourg, on a mis des photos en fait des camps qui étaient libérés, et lui, à l'âge qu'il avait, il n'avait aucune conscience de ça. Autant les parents, il y a à dire, mais les enfants n'avaient pas forcément cette conscience de ça. Et lui, d'un seul coup, il a été remis, voilà, il se pensait il avait contribué à quelque chose de formidable, et d'un seul coup, il voyait qu'il avait contribué à quelque chose qui était dramatique. Et voilà, son inquiétude d'enfant, c'était est-ce que tu vas rester mon ami? Donc il y a vraiment oui, beaucoup de complexité à mettre, et effectivement, on change. C'est vrai. J'ai deux questions. Attendez, il y avait une première question là. Moi, je voudrais, si vous permettez, sur les deux questions. La première porte sur les rapports de mixité des commissions d'intégration. Ça vient d'Hergé, ça ne vient pas des archives de Ah non, alors j'ai pas du tout regardé les archives du Stift pour l'instant. J'ai pas consulté les archives du Stift en partant du principe que le chapitre, déjà parce que dans le cadre d'un master j'avais pas le temps, mais que le chapitre de Saint Thomas n'avait pas officiellement la main, et donc c'était pas la première source. Donc j'ai vraiment d'abord utilisé les archives du gymnase, qui a plein de choses, et je suis ensuite allée aux archives d'Alsace, où il y a les archives d'Hergé et les archives d'épuration. Et à Karlsruhe, il y a plein de choses aussi, je peux encore aller voir. Mais oui, effectivement. Et donc la deuxième question porte sur le contenu. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jeter un œil au contenu du cours et voir s'il y a déjà une dimension idéologisante forte à l'université? C'est très net, toutes les disciplines ont été mises au service de l'idéologie nazie. Alors, dans les cours, alors moi j'ai pas, les cours je les ai pas. Ah. J'ai les sujets, voilà, donc il y a les cahiers de texte, où les professeurs notent comme les professeurs d'aujourd'hui de manière très laconique ce qu'ils font, donc c'est difficile de se faire une idée. Par contre, on a les sujets d'examen, et là on voit bien. Voilà, c'est un cahier de texte où vous voyez, il y a 3 mots pour chaque heure, on ne peut pas trop savoir. Mais dans les sujets d'examen, on voit que les sujets d'histoire et de géographie sont vraiment tendancieux, biologie aussi. Et alors le pire, c'est l'allemand. Parce que l'allemand, c'est une dissertation sur citation. Mais il y a le choix entre 3 sujets. Il y a toujours une phrase Hitler. Il y a quasiment toujours Goethe et Schiller. Et en gros, on a ça. Et alors, encore une fois, j'ai fait qu'un sondage parce que c'était pas dans mon master, mais ça m'intéressait. À vue de nez, Hitler n'est jamais traité. C'est-à-dire, les élèves ne choisissent pas Hitler. Ils prennent les autres sujets. Et à vue de nez, dans les cours d'allemand, on fait beaucoup Goethe et Schiller. Et les témoignages des élèves, notamment de M. Kuhlmann, disent qu'en sortant de son enseignement, il pouvait réciter des centaines de vers de Goethe et Schiller. Et que des centaines de vers des grands poètes allemands, Goethe et Schiller. Ça les a vraiment, ils ont été nourris à ça. Il y a un dernier témoignage qui est sur la parole des pasteurs. Alors ça, j'ai pas encore, j'aimerais beaucoup, encore une fois, si dans vos archives familiales, il y a 3 pasteurs qui se succèdent, Massey, Merkling et Béron, le fondateur de l'action chrétienne d'Orient. Sur le pasteur Béron, il a laissé des souvenirs à d'anciens élèves, de laisser beaucoup de place à David de Goliath, de raconter le génocide des Arméniens, de rappeler que Jésus était juif. Donc là, il y a des choses qui sont posées. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas des 3 pasteurs. Franchement, ils n'ont pas les mêmes orientations. Mais en tout cas, il y a eu des espaces possibles. Et les témoignages des élèves disent qu'il y a des profs qui sont de vrais nazis. Et voilà. Et il y a un autre professeur qui a beaucoup amusé les élèves, parce que les professeurs, en rentrant, doivent faire le salut nazi, le Deutsche Gruß. Il y en a un, il enlève son chapeau et il le pose. Il a fait son salut. Et lui, il finit pas la guerre d'établissement. Donc il y a vraiment un panorama énorme.
Mais il est sûr qu'ils doivent traiter les programmes, et les programmes sont nazis. Mais il y a quand même toujours une marge de liberté pédagogique aussi. J'avais juste une j'ai pas besoin. Non, attendez, il y a une remarque sur les archives. Ah, pardon. Voilà, je voulais juste clore le sujet des archives parce que les archives de Saint-Thomas, ou plutôt du Stift, ont été mentionnées. Donc je suis allé voir un petit peu dans ce secteur-là pour tout à fait autre chose, pour la bibliothèque. Et donc si ça vous intéresse, déjà vous, et puis aussi dans la salle, ce qui s'est passé des professeurs et des Alsaciens qui ont quitté Strasbourg, donc à l'évacuation, qui ne sont pas revenus, eh ben, vous avez quantité d'informations, notamment sur les professeurs qui cherchent à être payés par le chapitre, même en étant évacués, en zone libre. Et donc il y a des lettres, des courriers qui sont envoyés à l'ancien président des églises, qui du coup n'est pas en Alsace, qui est à Périgueux. Et donc il répond justement qu'il fait ce qu'il peut, etc., pour pouvoir donner subsistance à ces anciens professeurs. Donc il y a, voilà, si vous voulez, le revers de toute cette histoire, avec des gens qui continuent de perpétuer l'esprit du gymnase, même pendant la guerre. Il y a des archives qui existent, qui sont tout récemment déposées aux archives de la ville. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a encore des choses à étudier sur ce point-là. Charles Gauss reprend la direction. Qui était directeur avant la guerre, il reste en évacuation et il reprend la direction dans la foule, qui va nous en dire. Oui, écoutez, Feu, mon mari, était élève du gymnase pendant toute cette période d'annexion. Mais je voudrais savoir, j'en ai beaucoup entendu parler bien sûr, je voudrais savoir ce qui est devenu le gymnase entre 23 novembre 45, la libération de Strasbourg, 44, pardon, la libération de Strasbourg et avril 45, parce qu'il y a eu une période de flou. Oui, alors j'avoue que cette question-là, je ne l'ai pas du tout traitée dans le master, parce que justement, le corpus d'archives sur lequel je travaillais, il s'arrête le 23 novembre. Donc vous ne savez rien sur la transition. La transition, si ce n'est que le lycée a réouvert assez rapidement, mais à part ça, je ne peux pas vous dire plus. Ouais. D'accord, merci. Monsieur. Je ne sais pas si vous avez une réponse, monsieur Schroeder. Il fonctionnait par demi-journée. Le matin, il y avait partie des classes qui fonctionnaient, et l'après-midi, à partir d'avril 45. Avec nos anciens professeurs, avec en partie Fritz Koch et Alison de Buxmiller. Et entre novembre et avril, c'était interruption totale? En partie. Parce que beaucoup de professeurs étaient réquisitionnés, enfin sous les armes, comme Luftwaffenhelfer, ils accompagnaient leurs élèves jusqu'à Dresden ou jusqu'à Leipzig. Donc on n'a pas. Monsieur Steffel. Mais certains parents. Une seule question. Je me demandais si dans les archives, vous avez trouvé des témoignages de professeurs qui disaient leurs difficultés, leurs troubles. C'est les professeurs de sciences nat, par exemple, c'est les professeurs de philo qui devaient enseigner des lois raciales. Comment est-ce qu'ils faisaient pour contourner la réglementation et les programmes? C'est vraiment, en fait, c'est vraiment un angle mort pour moi, puisque ce que j'ai, c'est forcément ce que les Allemands ont gardé. Donc à eux, ils ne m'ont pas dit. D'où l'intérêt, c'est ce que l'appel que je lançais au début, ça c'est dans les familles, à mon avis. Je suis sûre qu'il y a des professeurs qui tenaient un journal, ou qui ont raconté, ou qui ont écrit, et ça m'intéresserait énormément de lire, parce que, par exemple, j'ai passé très vite, mais Georges Weinhardt, sur lequel j'ai pas mal d'informations, parce qu'il se trouve que la famille avait une ferme et qui a été héritée par quelqu'un qui, pour diverses raisons, n'est jamais monté à l'étage. Et à l'étage, il y avait toutes les affaires scolaires de Georges. Et donc, ils m'ont ramené la caisse, il y a ses cahiers, il y a ses carnets, et il se trouve que c'est quelqu'un de vraiment extrêmement touchant qui écrivait des poèmes. Et donc là, on a accès un petit peu à sa vie intérieure. Mais sinon, les archives font qu'on est contraint par ce qui est mis par écrit. Et en période de dictature nazie, évidemment que même pas par écrit, et c'est même très inconséquent, parce que il y a des petites blagues anti-nazies, bref, c'est complètement inconscient de mettre ça par écrit. Il aurait pas dû le faire. Alors il s'est resté chez lui, et voilà, mais donc, a fortiori, un fonctionnaire, dire qu'il est en désaccord avec ce qu'il doit enseigner, c'est une prise de risque énorme. Donc mis par écrit, en tout cas au gymnase, ça ne dit pas, ça c'est sûr, et je suis sûre que dans les familles, ça doit se savoir.
Mais ça, le problème, c'est d'arriver à avoir connaissance. Donc, encore une fois, je vous laisse, vous aurez compris que. Parce que les alumni du gymnase, M. Perrin avait mis une annonce. Hein. Vraiment, pour moi, c'est extrêmement précieux. Parce que justement, pour arriver à. Il faut croiser les sources. C'est le seul moyen. Mais il faut trouver ces sources-là. Témoignage oral, dans Samuel, hein, parmi nous, c'est extrêmement précieux de pouvoir interroger les personnes. Les compagnons, compagnes, enfants qui ont des témoignages, pour moi, c'est vraiment extrêmement précieux. Avec toutes les limites, forcément, d'une transmission au fil des années, et de ce qu'on peut dire. Vous avez certainement tous vécu ça, que vos parents ne vous ont pas dit la même chose que vos grands-parents, et que vos grands-parents vous ont dit des choses qu'ils n'avaient pas dit à leurs enfants. C'est une réalité. Donc il y a forcément plein de biais. Georges Weinhardt, typiquement, hein, il devait être prêtre. Et en fait, dans le train, il un jour, il a rencontré une jeune fille. Et puis il est mort. Et cette jeune fille, qui était elle aussi très catholique, elle ne s'est jamais mariée. Et il se trouve que la famille de Georges a retrouvé la famille de cette jeune fille, en l'occurrence une petite nièce, qui disait mais non, il n'a jamais été question qu'elle se marie. C'est impensable, ça ne correspond pas à l'image. Parce qu'évidemment, elle a pas raconté ensuite qu'elle était tombée amoureuse dans le train, qu'elle a espéré se marier, et finalement son fiancé est mort sur le front. C'est une souffrance personnelle qui n'est pas forcément transmise. Donc lui, les carnets intimes, c'est extrêmement précieux, les lettres, les correspondances et les souvenirs. Vous voulez rassembler des informations diverses, etc. Je donne un exemple. Les Américains ont publié la liste de tous les membres du parti nazi allemand. Oui. Et alors maintenant, dans les familles allemandes, on est en train de chercher. J'en ai un oncle, ah non, il était un nazi, je ne savais pas, etc. Ça crée maintenant de nouveaux problèmes entre les familles. Est-ce que c'est utile de réveiller ces choses? Je pense que le temps a passé et que justement, avoir un regard dépassionné, de prise de distance, déjà, on n'est pas responsable de ses parents et de ses grands-parents et de leurs actes. Il y a des exemples d'enfants de hauts responsables nazis qui ont été des militants de l'antiracisme et de la respect de la dignité humaine. Donc je pense qu'on n'a pas apporté cette... C'est une grande question en Allemagne, la question de la culpabilité. Mais je pense déjà que cette culpabilité, elle ne se transmet pas. Interroger le passé, je pense que c'est très simple. C'était vraiment le parti pris de la direction de gymnase en disant, voilà, vous regardez les archives, vous dites ce qu'il y a dedans, le temps est venu. Je crois vraiment, sincèrement, que le temps est venu. Les générations ont passé et je pense qu'on peut regarder aujourd'hui de manière dépassionnée et comprendre de manière plus facile que les enfants n'ont pu le faire. Et c'est évidemment qu'un papa ou une maman a envie de garder une image face à ses enfants. Aujourd'hui, je pense qu'on peut regarder les choses en face. Une dernière question peut-être. Et bien s'il n'y a pas de questions, il nous reste à remercier encore une fois Florence pour cette... Pour revenir par contre sur votre remarque sur la Hintergrund qui est très très juste, il y a aussi une réalité qui est que pour beaucoup d'enfants, et notamment pour les jeunes filles, cette période, déjà c'est des souvenirs d'enfance, c'est un bon souvenir. Voilà, on a généralement bon souvenir de son enfance, c'est une réalité. Et que pour les jeunes filles, le fait qu'il y ait la BDM, c'est l'équivalent de la Hintergrund, c'est un espace de liberté auquel elles étaient peu habituées. C'est-à-dire qu'elles sont dans les bois, elles campent entre elles, elles chantent. Et le fait que finalement le pouvoir de l'Église recule, le pouvoir de l'école recule, puisqu'on leur donne beaucoup de temps en fait à la Hintergrund et à la BDM, que les familles aussi sont un peu écartées de l'éducation des enfants, de fait, ça crée aussi des espaces de liberté pour certains jeunes, et dans lesquels certains ont pu s'épanouir, et c'est une réalité. Et oui, effectivement, la Hintergrund a fait envie aux jeunes, ça c'est un témoignage qui est assez régulier, et puis oui, c'est vrai. Mais on a aussi, de manière, alors plutôt chez les grands, mais des jeunes qui refusent absolument d'aller à la Hintergrund, et à qui ça vaut des ennuis. C'est peut-être ce que je voulais dire, mais j'ai pas eu le temps vraiment, mais que les adultes sont plus conscients des enjeux de ce qu'ils disent et ne disent pas, là où les adolescents sont un petit peu plus entiers, parfois un peu l'inconscience des conséquences, et aussi moins de recul sur les retours. Donc il y a à la fois des jeunes qui s'engagent à fond, il y a une famille notamment dont les enfants sont parmi les fondateurs de la Hintergrund à Strasbourg, de manière très nette. Et dont on a la chance d'avoir un ancien élève du gymnase de la période, M. Chacun, mais dont un qui à la fin de la guerre a dit aux autres, mais est-ce que tu vas encore rester mon ami?
parce qu'il a commencé à avoir des affiches dans Strasbourg, on a mis des photos en fait des camps qui étaient libérés, et lui, à l'âge qu'il avait, il n'avait aucune conscience de ça. Autant les parents, il y a à dire, mais les enfants n'avaient pas forcément cette conscience de ça. Et lui, d'un seul coup, il a été remis, voilà, il se pensait il avait contribué à quelque chose de formidable, et d'un seul coup, il voyait qu'il avait contribué à quelque chose qui était dramatique. Et voilà, son inquiétude d'enfant, c'était est-ce que tu vas rester mon ami? Donc il y a vraiment oui, beaucoup de complexité à mettre, et effectivement, on change. Si vous permettez, j'aurais deux questions. La première porte sur les rapports publicités des commissions de curation. Ça vient des RG, ça vient pas des archives de Ah non, alors j'ai pas du tout regardé les archives du Stift pour l'instant. J'ai pas consulté les archives du Stift en partant du principe que le chapitre, déjà parce que dans le cadre d'un master j'avais pas le temps, mais que le chapitre de Saint-Thomas n'avait pas officiellement la main, et donc c'était pas la première source. Donc j'ai vraiment d'abord utilisé l'archive du gymnase, qui a plein de choses, et je suis ensuite allée aux archives d'Alsace, où il y a les archives DRG et les archives de curation. Et à Karlsruhe, il y a plein de choses aussi, je peux encore aller voir. Mais oui, effectivement. Et donc la deuxième question porte sur le contenu. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jeter un œil au contenu des cours et voir s'il y a déjà une dimension idéologisante forte à l'université? C'est très net, toutes les disciplines ont été mises au service de l'idéologie nazie. Alors, dans les cours, alors moi j'ai pas, les cours je les ai pas. J'ai les sujets, enfin, donc il y a les cahiers de texte, où les professeurs mettent une note comme les professeurs d'aujourd'hui, de manière très laconique ce qu'ils font, donc c'est difficile de se faire une idée. Par contre, on a les sujets d'examen, et là on voit bien. Voilà, c'est un cahier de texte où vous voyez, il y a trois mots pour chaque heure, on ne peut pas trop savoir. Mais dans les sujets d'examen, on voit que les sujets d'histoire et de géographie sont vraiment tendancieux, biologie aussi. Et alors le pire, c'est l'allemand. Parce que l'allemand, c'est une dissertation sur citation, mais il y a le choix entre trois sujets. Il y a toujours une phrase Hitler, il y a quasiment toujours Goethe et Schiller. Et en gros, on a ça. Et alors, encore une fois, j'ai fait qu'un sondage parce que c'était pas dans le master, mais ça m'intéressait. À vue de nez, Hitler n'est jamais traité. C'est-à-dire, les élèves ne choisissent pas Hitler. Ils prennent les autres sujets. Et à vue de nez, dans les cours d'allemand, on fait beaucoup Goethe et Schiller. Et les témoignages des élèves, notamment de M. Kuhlmann, disent qu'en sortant de son enseignement, il pouvait réciter des centaines de vers de Goethe et Schiller. Et que des centaines de vers des grands poètes allemands, Goethe et Schiller. Ça les a vraiment, ils ont été nourris à ça. Il y a un dernier témoignage qui est sur la parole des pasteurs. Alors ça, j'ai pas encore, j'aimerais beaucoup, encore une fois, si dans vos archives, il y a trois pasteurs qui se succèdent, Basset, Merfing et Béron, le fondateur de l'action chrétienne d'Orient. Sur le pasteur Béron, il a laissé des souvenirs à d'anciens élèves, de laisser beaucoup de place à David et Goliath, de raconter le génocide des Arméniens, de rappeler que Jésus était juif. Donc là, il y a des choses qui sont posées. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas des trois pasteurs. Franchement, ils n'ont pas les mêmes orientations. Mais en tout cas, il y a eu des espaces possibles. Et les témoignages des élèves disent qu'il y a des profs qui sont de vrais nazis. Et voilà. Et il y a un autre professeur qui a beaucoup abusé les élèves, parce que les professeurs, en rentrant, doivent faire le salut nazi, le Deutsche Gruß. Il y en a un, il enlève son chapeau et il le pose. Il a fait son salut. Et lui, il finit pas la guerre d'établissement. Donc il y a vraiment un panorama énorme. Mais il est sûr qu'ils doivent traiter les programmes, et les programmes sont nazis. Mais il y a quand même toujours une marge de liberté pédagogique aussi. Je vais juste clore le sujet des archives, parce que les archives de Saint-Thomas ou plutôt du Stift ont été mentionnées. Donc je suis allé voir un petit peu dans ce secteur-là pour tout à fait autre chose, pour la bibliothèque. Et donc si ça vous intéresse, déjà vous, et puis aussi dans la salle, ce qui s'est passé des professeurs et des Alsaciens qui ont quitté Strasbourg, donc à l'évacuation, qui ne sont pas revenus, et ben, vous avez quantité d'informations, notamment sur les professeurs qui cherchent à être payés par le chapitre, même en étant évacués, en zone libre. Et donc il y a des lettres, des courriers qui sont envoyés à l'ancien président des églises, qui du coup n'est pas en Alsace, qui est à Périgueux. Et donc il répond justement qu'il peut faire, il fait ce qu'il peut, etc. pour pouvoir donner subsistance à ces anciens professeurs. Donc il y a, voilà, si vous voulez, le revers de toute cette histoire, avec des gens qui continuent de perpétuer l'esprit du gymnase, même pendant la guerre. Il y a des archives qui existent, qui sont tout récemment déposées aux archives de la ville.
Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a encore des choses à étudier sur ce point-là. Charles Gauss reprend la direction. Qui était directeur avant la guerre, il reste en évacuation et il reprend la direction dans la foule, qui va nous en dire. Oui, écoutez, Feu, mon mari, était élève du gymnase pendant toute cette période d'annexion. Mais je voudrais savoir, j'en ai beaucoup entendu parler bien sûr, je voudrais savoir ce qui est devenu le gymnase entre 23 novembre 45, la libération de Strasbourg, 44, pardon, la libération de Strasbourg et avril 45, parce qu'il y a eu une période de flou. Oui, alors j'avoue que cette question-là, je ne l'ai pas du tout traitée dans mon master, parce que justement, le corpus archi sur lequel je travaillais s'arrête le 23 novembre. Donc vous ne savez rien sur la transition. La transition, si ce n'est que le lycée a réouvert assez rapidement. Mais à part ça, je ne peux pas vous dire plus. Oui. D'accord, merci. Monsieur. Je ne sais pas si vous avez une réponse, monsieur Schroeter. Il fonctionnait par demi-journée. Le matin, il y avait une partie des classes qui fonctionnaient, et l'après-midi, à partir d'avril 45. Avec Besançon, professeur, d'ailleurs. Avec en partie Fritz Koch, le ravissant de Buxmiller. Et entre novembre et avril, c'était interruption totale? En partie. Parce que beaucoup de professeurs étaient réquisitionnés, enfin, sous les armes, comme Luftwaffe, ils accompagnaient leurs élèves jusqu'à Dresden ou jusqu'à Leipzig. Donc on n'a pas. Monsieur Stöckel. Mais certains parents. Une seule question. Je me demandais si dans les archives, vous avez trouvé des témoignages de professeurs qui disaient leurs difficultés, leurs troubles. C'est les professeurs de sciences nat, par exemple, c'est les professeurs de philo qui devaient enseigner les lois raciales. Comment est-ce qu'ils faisaient pour contourner la réglementation et les programmes? C'est vraiment, en fait, c'est vraiment un angle mort pour moi, puisque ce que j'ai, c'est forcément ce que les Allemands ont gardé. Donc, à eux, ils ne m'ont pas dit. D'où l'intérêt, c'est l'appel que je lançais au début. Ça, c'est dans les familles, à mon avis. Je suis sûre qu'il y a des professeurs qui tenaient un journal, ou qui ont raconté, ou qui ont écrit. Et ça m'intéresserait énormément de lire, parce que, par exemple, j'ai passé très vite, mais Georges Weinhardt, sur lequel j'ai pas mal d'informations, parce qu'il se trouve que la famille avait une ferme et qui a été héritée par quelqu'un qui, pour diverses raisons, n'est jamais monté à l'étage. Et à l'étage, il y avait toutes les affaires scolaires de Georges. Et donc, ils m'ont ramené la caisse, il y a ses cahiers, il y a ses carnets, et il se trouve que c'est quelqu'un de vraiment extrêmement touchant qui écrivait des poèmes. Et donc là, on a accès un petit peu à sa vie intérieure. Mais sinon, les archives font qu'on est contraint par ce qui est mis par écrit. Et en période de dictature nazie, évidemment qu'on ne met pas par écrit. Et c'est même très inconséquent, parce qu'il y a des petites blagues anti-nazies, bref. C'est complètement inconscient de mettre ça par écrit. Il aurait pas dû le faire. Alors, il s'est resté chez lui, et voilà. Mais donc, a fortiori, un fonctionnaire, dire qu'il est en désaccord avec ce qu'il doit enseigner, c'est une prise de risque énorme. Donc, mis par écrit, en tout cas au gymnase, ça ne dit pas, ça c'est sûr. Et je suis sûre que dans les familles, ça doit se savoir. Mais ça, le problème, c'est d'arriver à avoir connaissance. Donc, encore une fois, je vous laisse. Vous aurez compris que. Parce que les alumni du gymnase, M. Perrin avait mis une annonce. Hein. Vraiment, pour moi, c'est extrêmement précieux. Parce que justement, pour arriver il faut croiser les sources. C'est le seul moyen. Mais il faut trouver ces sources-là. Témoignage oral, dans ce modèle, un peu parmi nous, c'est extrêmement précieux de pouvoir interroger les personnes. Les compagnons, compagnes, enfants qui ont des témoignages, pour moi, c'est vraiment extrêmement précieux. Avec toutes les limites, forcément, d'une transmission au fil des années, et de ce qu'on peut dire. Vous avez certainement tous vécu ça, que vos parents ne vous ont pas dit la même chose que vos grands-parents, et que vos grands-parents vous ont dit des choses qu'ils n'avaient pas dit à leurs enfants. C'est une réalité. Donc, il y a forcément plein de biais. Georges Weinhardt, typiquement, hein, il devait être prêtre. Et en fait, dans le train, il a rencontré une jeune fille. Et puis il est mort. Et cette jeune fille, qui était elle aussi très catholique, elle ne s'est jamais mariée. Et il se trouve que la famille de Georges a retrouvé la famille de cette jeune fille, en l'occurrence une petite nièce, qui disait mais non, il n'a jamais été question qu'elle se marie,
c'est impensable, ça ne correspond pas à l'image. Parce qu'évidemment, elle a pas raconté ensuite qu'elle était tombée amoureuse dans le train, qu'elle a espéré se marier, et finalement son fiancé est mort sur le front. C'est une souffrance personnelle qui n'est pas forcément transmise. Donc oui, les carnets intimes, c'est extrêmement précieux, les lettres, les correspondances et les souvenirs. Vous voulez rassembler des informations diverses, etc. Je donne un exemple. Les Américains ont publié la liste de tous les membres du parti nazi allemand. Oui. Et alors maintenant, dans les familles allemandes, on est en train de chercher. J'avais un oncle, il était un nazi, je ne savais pas, etc. Ça crée maintenant de nouveaux problèmes entre les familles. Est-ce que c'est utile de réveiller ces choses? Je pense que le temps a passé et que justement avoir un regard dépassionné, de prise de distance, déjà on n'est pas responsable de ses parents et de ses grands-parents et de leurs actes. Il y a des exemples d'enfants de hauts responsables nazis qui ont été des militants de l'antiracisme et de la respect de la dignité humaine. Donc je pense qu'on n'a pas apporté cette... C'est une grande question en Allemagne, la question de la culpabilité. Mais je pense déjà que cette culpabilité, elle ne se transmet pas. Interroger le passé, je pense que c'est très simple. C'était vraiment le parti pris de la direction de Chinaz en disant, voilà, vous regardez les archives, vous dites ce qu'il y a dedans, le temps est venu. Je crois vraiment, sincèrement, que le temps est venu. Les générations ont passé et je pense qu'on peut regarder aujourd'hui de manière dépassionnée et comprendre de manière plus facile que les enfants n'ont pu le faire. Et c'est évidemment qu'un papa ou une maman a envie de garder une image face à ses enfants. Aujourd'hui, je pense qu'on peut regarder les choses en face. Je pense qu'on peut le faire. Une dernière question d'hôtel. Et bien, s'il n'y a pas de questions, il me reste à remercier encore une fois Florence pour cette...